Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Petit point, il est lundi 27 juillet 16h34 sur la situation dans le sud-ouest. Je suis actuellement à Sanguinet, la moitié de la ville est évacuée. Et ce que je vous propose, c'est en utilisant des sources ouvertes et le travail en fait que font de nombreuses personnes sur internet. On va vous donner tous les liens juste en dessous. Bien, l'objectif, c'est de vous permettre de mieux comprendre la situation tactique, si je puis dire, dans le sud-ouest, ainsi que les enjeux qui se jouent actuellement dans, on va le dire, le pays de la chocolatine. L'état final recherché est donc de vous permettre d'avoir une meilleure conscience situationnelle, pas de bypasser les consignes qui viennent de l'État, qui doivent forcément être respectées. Donc dans un premier temps, en nous appuyant sur ce compte X, que je ne peux que vous conseiller de suivre, on vous met le lien juste en dessous, c'est à mon avis une des meilleures sources de conscience situationnelle dont nous disposions à l'heure actuelle, merci à lui. Et ensuite derrière, eh bien, de vous montrer un petit peu ce qui s'est passé depuis le début, et ensuite derrière, dans les dernières 24 heures. Dans un deuxième temps, de rentrer un petit peu dans le détail des différents aéronefs et de vous expliquer, encore une fois d'un point de vue très macro, la logique d'emploi des moyens disponibles dans la région, avant de vous présenter certaines sources qui peuvent vous aider à mieux comprendre ce qui se passe et à rassurer vos proches. Jingle. Ça commence mardi 21 juillet. Vous avez des premiers incendies. Premier incendie impressionnant juste à côté de l'aéroport de Bordeaux. Et là, après, ça va se fixer. Ce qu'il faut voir, c'est que vous avez là en jaune les feux détectés. Plus c'est sombre, plus c'est ancien. Vous avez le Cap Ferré qui est ici, le bassin d'Arcachon. Et la spécificité des Landes, c'est que nous avons peu de routes. On va revenir dessus. Vous avez alors les norias des avions qui commencent. Et là, vous avez principalement du Dash 8. Et le Dash 8 va venir livrer du retardant. Vous avez également les air tractors et des hélicoptères. Vous voyez qu'en fait, le feu va pousser tout ça. C'est le fameux feu du côté de Saumons. Là, on est jeudi dans la nuit. Et pendant la nuit, absence de moyens aériens, fort vent, ça va pousser vers l'Èche Cap Ferré. Le lendemain matin, reprise des norias, comme on dit, de Dash 8 qui font le plein de retardants à Bordeaux et qui essayent, comme vous voyez, de larguer ici afin de protéger le Cap Ferré. Grosse activité ici et grosse activité là pour éviter que ça ne déborde. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a une concentration des moyens pour éviter justement que le feu ne se propage. D'où l'importance de mettre du retardant. Malgré cela et à cause du fort vent, à chaque fois pendant la nuit, c'est l'ennemi, ça va continuer à pousser. Grosse présence ici au sud de l'Èche Cap Ferré là, pour essayer de maintenir et ça va partir vers le nord, vers la Cano. Et on voit alors une grosse présence également là. À chaque fois, vous voyez, c'est par vague. Et il faut que les avions reviennent faire le plein. Et on a eu le départ au niveau de Biscarrosse à cause d'un véhicule la nuit. Et donc là, une grosse poussée pendant la nuit vers le nord. Grosse poussée du côté de Biscarrosse également ici. Et là, on a deux foyers là. Un énorme foyer ici. Et là, il va falloir répartir les moyens un petit peu partout. Grosse spécificité, on a l'arrivée de la 400M qui va faire son vol très médiatisé et vous voyez en fait le développement après qui part vers la ville de Bordeaux avec dans la nuit, ce qui a un petit peu surpris tout le monde, vous allez voir le push en fait qui va avoir lieu dans la nuit de dimanche à lundi vers l'autoroute en fait. Donc, en fait, c'est dans la nuit de samedi à dimanche qu'on a eu le push vers la 63. Et donc là, vous voyez les différents moyens qui sont répartis dans différentes zones, que ce soit pour venir essayer de protéger la zone de la Cano au nord ici, où vous allez retrouver beaucoup de Dash 8 et également des CL415. Ce qu'il faut savoir, si vous regardez les sources ouvertes, le CL415, souvent il y a un seul transpondeur, mais il y a plusieurs avions, il y a toute la Noria. Et là, vous voyez le fameux Blade 38 qui vient larguer en fait du retardant pour protéger Andernos-les-Bains. Donc en fait, il va venir faire ses largages ici de manière à bloquer une éventuelle descente vers le Cap Ferré, ce qui serait après quasi impossible à défendre. Pourquoi c'est intelligent de le mettre tout seul de son côté? Parce que quand il passe, il fait de grandes turbulences de sillage et d'un point de vue séparation des atouts, comme en plus ils font des essais, c'est extrêmement intelligent. Donc là, on voit vraiment que dans la nuit de dimanche à lundi, on a notre foyer qui est du côté de Marcheprime, qui vient embêter le sud de Bordeaux. On a l'autoroute A63 qui est juste là avec la ligne TGV. Et puis dans le nord ici, c'est parti du côté de la Cano. Pendant la nuit, pas d'intervention, mais coup de chance au niveau de la météo, on n'est pas sur des grosses températures à ce moment-là. On a pas mal de phénomènes avec très peu de pluviométrie, mais un petit peu quand même, ce qui va permettre de réduire un petit peu et puis surtout un engagement sans faille des troupes au sol, j'ai envie de vous dire. Vous voyez bien sur son animation à Vallatini
le mouvement de vent qui commence à descendre un petit peu. Et là, ça va être gênant. Nous, on a eu des fumées, hein. Moi, je suis du côté de Sanguinet. Donc, les fumées qui descendent un petit peu. Et en fait, tout ça, c'est vraiment fonction du vent. Comme quasiment chaque nuit, on va se retrouver avec des foyers un petit peu nouveaux en fin de nuit. Et là, le matin, les pilotes ils peuvent faire qu'un certain nombre de rotations par jour. Eh bien, il va falloir préparer les avions. Et on a dit les Dash 8 basés à Bordeaux ainsi que des AT, des petits Air Tractor qui vont pouvoir décoller aux alentours des 8-10 heures et venir appuyer les zones où c'est nécessaire. Vous voyez que le feu du côté de Sanguinet-Biscarrosse, ça s'est bien calmé lundi matin. Et là, on a les Dash 8 qui arrivent. Il est aux alentours des 10 heures du matin. Et là, tout le monde prépare les aéronefs. Vous voyez que ça s'est quand même pas mal calmé. On a l'A400M qui arrive, qui se pose à Cazaux, qui récupère sûrement quelqu'un, qui vient travailler du côté de l'H-Cap Ferré. Et c'est parti. Air Tractor, Dash 8, Air Tractor ici. Donc Air Tractor qui vont travailler sur la Cano. Des hélicoptères également, les H225 qui vont sur des foyers très précis. L'A400M qui est obligé de faire ses allers-retours à Istres de manière à faciliter la gestion du produit retardant. En fait, à Bordeaux, il est en priorité pour les Dash 8. Comme ça, il va récupérer le produit retardant qui est à Istres. Et on se retrouve avec cet excellent poste de Valatini, encore une fois, que vous devez aller suivre, qui nous fait un bon résumé. Le 27, donc en ce lundi, 15 appareils sur zone. Donc là, précaution, hein, c'est ce qui en détecte au niveau de l'ADSB. Je crois que tout ça a été fait avec l'aide de Cotam également, un autre compte qui est excellent, on vous le met en dessous. Et donc là, on va retrouver un petit peu les différents aéronefs qui ont transpondé, qui ont émis leur transpondeur dans la zone. Vous allez avoir du H225 d'Afrique du Sud, vous allez avoir du Air Tractor australien, vous allez avoir un Dash 8 français, un deuxième Dash 8 français, un H225 côté pays de l'Est, encore un Air Tractor qui nous vient d'Australie. Vous allez avoir le fameux et ultra médiatisé A400M qui, dans un largage, fait un petit peu l'équivalent de 2 Dash 8. Encore du Air Tractor qui nous viennent d'Australie, Air Tractor qui nous viennent d'Afrique du Sud, 2 Air Tractor qui nous viennent d'Espagne, un A400M allemand qui est venu dans la zone, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Le CL415 Mike Foxtrot, mais attention, c'est pas parce qu'il y en a un qui transponde qu'il n'y en a qu'un, c'est le leader de la patrouille. Et après derrière, on a même du Black Hawk, que vous connaissez avec le film Black Hawk Down. En termes de zone de combat, la grande spécificité de ce lundi, moi j'habite ici, c'est qu'en fait vous voyez le feu du côté de Biscarrosse, eh bien a nécessité très peu, ce n'est pas de moyens aériens aujourd'hui. Je suis allé du côté de Biscarrosse, on a vu passer un hélico, c'est tout. La concentration des forces se fait désormais sur le méga feu. Problématique d'un feu de cette ampleur-là, eh bien, c'est que vous ne pouvez pas forcément attaquer directement l'endroit. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de limiter son développement fonction des vents. Et c'est pour ça que vous voyez en finale le front nord, le front ferré, donc le front Lacano, le front ferré et le front Bordeaux, avec à chaque fois les différentes attaques. On peut même dire Bordeaux-Nord ici et une logique d'envoyer pas mal de moyens à un moment précis. Clausewitz parle de concentration des forces dans l'armée, on parle beaucoup de la concentration des forces et c'est par temporalité. À un moment, on dit allez, il va falloir plutôt appuyer un point, et c'est ce qu'on appelle, par exemple, dans la marine, la priorité du commandant. Alors une fois que ça s'est dit, on est à plus de 50 pompiers blessés tout de même. On est sur plus de plusieurs centaines de maisons de détruites, mais ça, je ne suis pas ici pour vous faire tout ce compte-là. Par contre, ce qui peut vous intéresser, c'est la qualité de l'air. C'est quelque chose qu'on surveille beaucoup. Il y a différents sites, on vous les affiche là pour vous aider à voir la qualité de l'air. Mais grâce aux pluies notamment, ça a permis un petit peu de nettoyer l'air, si je puis dire. Par contre, demain, on attend les températures qui montent à 32 degrés. Fin de semaine, ça pourrait monter aux alentours des 40 degrés. Alors, on va vous parler en nombre d'hectares. C'est parti très vite initialement. Et il ne faut pas confondre, par exemple, 42 000 hectares avec la situation à l'instant T. Donc, c'est le nombre d'hectares, c'est du cumulatif. Et après, ce qu'il faut voir, c'est ce qui se passe dans la journée. C'est pour ça que là, on vous a fait un petit point tactique. Au niveau de la 400M, ce qui est intéressant, si vous êtes dans la région, vous allez le voir passer très bas. Ils ont quand même une limitation. Il faut qu'ils larguent avec de l'incidence pour que ça tombe. Et au niveau des images, regardez, on voit qu'il y a, à cause des turbulences, c'est normal, on voit du produit retardant qui revient dans les soutes. Donc d'un point de vue nettoyage, d'un point de vue impact sur la cellule, ils sont en train de faire des études en ce moment.
Autre point important dont je vous parlais tout à l'heure, ça va faire beaucoup de turbulences de sillage, d'où la séparation des moyens afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis de conflit aérien. La gestion de l'espace aérien pour éviter un suraccident est cruciale et la sécurité civile, les pompiers de l'air font extrêmement attention à ça. En définitive, vous aurez compris que le Dash 8, l'A400M sont des aéronefs qui vont essayer d'encadrer. Les water scoopers, donc les Canadair, voire les air tractors vont essayer d'étouffer le feu. Les air tractors, on en reparlera si vous souhaitez sur la chaîne parce que ce n'est pas assez connu. Il y a différentes versions, des versions qui peuvent refaire le plein directement sur des lacs, des versions qui doivent retourner au pédicandrome. Et les grands oubliés, ce sont les hélicoptères bombardiers d'eau qui sont extrêmement importants et qui ont cette capacité des fois à refaire le plein dans une piscine quand même. Donc vous voyez, c'est bien les piscines. Le dernier dont on ne parle pas du tout, c'est le Beech 200 Bengale qui lui va permettre notamment à la 400M de faire ses largages au bon endroit le plus rapidement possible, même avec un équipage qui n'a pas l'acculturation au feu de forêt que vont avoir des vétérans, par exemple des Canadair ou des Dash 8. En définitive, vous l'aurez compris, il y a une multitude de moyens disponibles aux décideurs. Les décideurs ont l'expérience et vont choisir quel atout envoyer où, en fonction des contraintes qui sont les leurs. Vous voyez une lutte contre l'incendie comme en fait c'est une gestion de projet, une gestion de crise, une multitude de variables qui changent en permanence et il faut réussir à résoudre l'équation. Au niveau des moyens, ils ne sont pas concurrents, ils viennent s'additionner, mais on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Il y a des spécialistes, il y a des moyens de base à avoir qui font toute la colonne vertébrale de notre système de lutte contre l'incendie depuis la 3e dimension, le ciel. À ma connaissance, 5 pompiers en France ont déjà été tués à cause de largages qui ont été faits sur leur position. Donc il y a un danger également sur un largage mal effectué. Donc à chaque fois que les pilotes appuient pour faire le largage, ils veulent impacter le champ de bataille, si vous voulez, mais en même temps préserver les vies, y compris celles des forces de leur côté. Maintenant, comme je vous l'ai dit en introduction, quelques outils pour vous aider à développer votre conscience situationnelle. La personne à suivre et qui nous a permis d'illustrer cette vidéo, c'est Valatini. Excellent suivi que je peux que vous recommander, un travail remarquable. Allez voir son travail de mesure et de graphisme, c'est exceptionnel. Ensuite, si vous voulez avoir une idée de l'évolution des particules et donc des feux et surtout des fumées, moi je vous recommande feugironde.fr qui vous fait le travail de réflexion. Que sinon, une analyse fine, ce que je faisais au début, c'est que je regardais WindGuru, même si ça c'est limite parce que les grands incendies font un petit peu leur propre météo. Ensuite, si vous voulez en savoir plus sur ces spécialistes que sont les pilotes qui attaquent le feu, vous avez Aerobuzz qui a fait d'excellentes vidéos sur YouTube. Et pour avoir des petites exclusivités ou savoir pourquoi bien la 400M retourne à Istres et c'est à cause de la gestion du retardant, c'est Défense 280 avec Jean-Marc Tanguy qui écrit régulièrement, même très souvent pour Red ou encore surtout pour Air et Cosmos. Si vous souhaitez regarder en temps réel ceux qui volent où, vous avez Flight Radar, mais sinon vous avez ADSB Exchange qui est un peu moins joli mais qui détient plus d'informations et encore une fois dans les patrouilles souvent que le leader transponde pour plein de raisons. Et la raison numéro 1, c'est pas faire d'alarme en fait aux contrôleurs aériens. Donc en définitive, pour vous informer, n'oubliez pas qu'il y a ceux qui décident. Donc allez, par exemple, moi je trouve que le Facebook des mairies est un très bon moyen pour avoir une idée. Vous aurez des points à 8h, des points vers midi 13h et des points vers 22h30. Au moins vous savez où on en est par rapport à votre commune. Après, pour ce qui est des mesures, on a parlé de Valentini, de Feu Gironde. Pour la culture, vous allez avoir Aerobuzz. Pour l'anticipation, Feu Gironde et Windy fonctionnent bien. Et puis après, derrière, fonction d'où vous êtes, regardez dehors. Mais le plus dangereux, si vous voulez mon avis personnel, ce sont les évolutions de vent, parce que ça vous donne quand même une idée macro, même si ce n'est pas suffisant, pour comprendre ce qui va se passer dans les prochaines heures ou les prochains jours. Maintenant, attention, il y a différents facteurs qui peuvent vous gêner dans votre conscience situationnelle. Le premier, c'est la saturation, énormément d'informations, même de la désinformation. Le deuxième, c'est l'ancrage. Vous voyez une information, une photo, une vidéo, mais en fait, elle a 4 heures, elle a 12 heures, elle a 18 heures. Elle est fausse. Typiquement, tout à l'heure, je suis tombé sur des images, on voyait les flammes à côté de l'aéroport de Bordeaux. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était les toutes premières flammes dont on a parlé. Donc attention à ça, ça a tendance à rester dans votre tête et à biaiser votre conscience situationnelle. Après, on a le biais de confirmation. On cherche la source qui dit ce qu'on espère et on cherche à confirmer ses propres hypothèses. Attention à ça. Et après, derrière, vous pouvez avoir la diffusion de la responsabilité. Tout le monde est connecté. Vous pensez que les gens sont au courant qu'il fallait évacuer ou autre. Vous n'allez pas leur redire retour aux bases en temps de crise. Attention à ça.
En définitive, ce qui est fascinant quand on voit cette gestion de crise, c'est qu'on peut presque se retrouver à avoir les mêmes yeux qu'un état-major, mais on prend conscience que nous ne sommes pas formés à cette spécificité. J'ai vu passer des phrases très drôles sur les réseaux sociaux. C'est maintenant en France, il y a 60 000 experts en gestion de crise, des Canadaires. Je pense que c'est exactement ça. Il faut connaître son niveau de compétence et d'incompétence. Sur cette vidéo, je cherchais à vous donner des outils pour mieux comprendre. Je ne suis pas pilote de Canadair, je n'ai pas d'expertise spécifique dans la lutte contre les feux de forêt. Je ne peux que vous encourager à diversifier vos sources et j'ai essayé de vous apporter ce dont on dispose à l'heure actuelle en sources ouvertes de meilleure qualité pour vous permettre tout simplement de réduire un petit peu votre anxiété et de vous rendre compte que c'est peut-être plus sous contrôle que ce que l'on peut croire avec certaines sources. Et pour terminer, très important, tout ce que l'on a dit, tout ce que l'on a vu, tous les points de situation que vous pouvez entendre peuvent être faux en 1 à 2 heures, fonction de l'évolution. La météo va beaucoup changer à partir de demain mardi. Si vous êtes concerné, c'est la préfecture et votre mairie et eux seuls qui doivent vous amener à prendre les bonnes décisions. Et au moment où je vous parle, pour l'instant, eh bien, ils ont sauvé les vies des touristes, ils ont sauvé les vies des locaux, mais ça ne serait rien sans l'engagement complet des forces de l'ordre, des soldats du feu et des bénévoles, sans oublier nos agriculteurs. Un grand merci à eux, bon courage à tous et fly safe.